Radio Imo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, décidément, les zooms de l'info en ce moment, c'est beaucoup d'actualités sur la planète immobilière, mais plus largement sur la fabrique de la ville. Nous l'avions reçu la semaine dernière. Il était avec nous pour un autre sujet d'actualité. Décidément, on parle beaucoup, et c'est normal puisque c'est le chantier du siècle de la rénovation énergétique. Président de FedExpert, Assad Elayash Moueb est avec nous. Bonjour Assad. Bonjour Sylvain. Décidément, il va falloir que vous faire un rond de serviette avec votre nom gravé dessus. On ne se quitte plus, là. Vous étiez avec nous la semaine dernière. Effectivement, il va falloir que je m'habitue et que je loue une place dans le studio. Voilà. Merci d'être avec nous. Vous représentez FedExpert avec 3200 adhérents, spécialistes de la rénovation énergétique et notamment des diagnostics de performance énergétique. En duplex avec nous, j'espère qu'il m'entend, le sénateur de Moselle, Michael Weber, est avec nous à distance. Bonjour Michael Weber. Bonjour à tous et à toutes. Merci, vous êtes au Sénat, vous êtes en duplex, on a une connexion qui normalement devrait pouvoir tenir la route pendant ce focus. On va faire clair les amis, on a évoqué la semaine dernière les fraudes au DPE massives, ce qui a valu d'ailleurs les foudres sur les réseaux sociaux et les échanges, c'est intéressant, donc ce qui prouve que les échanges sont vifs sur le sujet, hein, on peut le dire les choses comme ça. Certains disent qu'on a fait un peu le buzz, mais bon, c'était effectivement l'idée de faire comprendre à tous et à toutes les difficultés qu'on a autour du DPE, parce qu'il y a vraiment à boire et à manger. On a même l'impression, monsieur le sénateur, que c'est un peu le Far West, hein, d'ailleurs, dans le monde du diagnostic, et donc on comprend que les législateurs s'y mettent. Monsieur Weber, vous avez déposé une loi qui vise à adapter, avec vos collègues, les enjeux de la rénovation énergétique aux spécificités du bâti ancien. Je rappelle juste que ça représente en volume un peu plus d'un tiers du parc existant du bâti dans notre société. C'est donc très loin d'être anodin. En quelques mots, pour introduire le débat, monsieur le sénateur, quelle était l'idée et qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur ce projet de loi ? Alors écoutez, l'idée qui m'a amené à travailler sur ce projet de loi, c'est simplement d'avoir constaté qu'il y avait cet enjeu de rénovation du bâti ancien un peu partout, hein. Je pense qu'on est tous aujourd'hui mobilisés dans le cadre des lois sur l'artificialisation des sols. La rénovation est un des enjeux et une réponse, je pense, aujourd'hui. Et elle part d'un constat qui était le mien aussi, c'est que le bâti ancien n'est pas respecté dans sa structure, dans son architecture, et je pense que chacune des auditeurs a pu voir des rénovations qui étaient malencontreuses, avec des utilisations des matériaux qui n'étaient pas adaptés. Et donc cette proposition de loi part de ce principe-là pour essayer d'adapter à la fois les exigences en termes énergétiques, de qualité de vie dans ces bâtis, de respecter les matériaux qui sont utilisés, de pouvoir définir ce qu'est le bâti ancien, et d'adapter en quelque sorte la rénovation à cette exigence patrimoniale. Merci pour cette introduction. D'ailleurs, je me souviens sur la première version dite du nouveau DPE, qui avait été une véritable catastrophe, puisque Emmanuelle Wargon à l'époque avait dit qu'elle rembourserait les plus de 80 000 DPE qui étaient finalement non adaptés, puisque paradoxalement, le moteur de calcul n'intégrait pas la structure des matériaux d'avant 1975, ce qui est quand même un non-sens. Et après, en novembre de la même année, on a eu la nouvelle version, effectivement, du DPE. Assad Elayash, vous qui êtes un spécialiste du diagnostic énergétique, et en plus vous êtes un enseignant puisque vous avez une école qui labellise en RGE, vous avez une école qui diplôme des diagnostiqueurs avec des niveaux quand même pas neutres, Bac plus 3, Bac plus 5, avec des titres, je précise, qui sont inscrits au répertoire national de certification, donc ce sont des filières professionnelles qui ont une équivalence diplômante. C'est important de le dire parce que c'est pas des formations comme ça à la va-vite de type CPF ou autre, que je critique pas, mais vous faites reconnaître la difficulté. Vous buvez du petit lait quand vous entendez les élus de la République, le sénateur Weber avec ses collègues, parler qu'il faut adapter le diagnostic au bâti ancien. Tout à fait. J'aimerais avoir votre sentiment sur l'introduction du sénateur et en quoi c'est important techniquement, et ensuite on entreprendra le débat sur le plan politique, c'est important d'adapter les matériaux. Donnez-nous même quelques exemples pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Alors je vais vous expliquer déjà pourquoi nos visions ont convergé, ce qui a conduit à une rencontre au Sénat pour débattre du sujet. Premièrement, on va resituer ce que c'est que le bâti ancien. Le bâti ancien, c'est tout ce qui est, on qualifie de bâti ancien, tout ce qui est bâti avant 1948.
Ça, c'est déjà la première des choses. Ensuite, le bâti ancien doit lui aussi faire face aux enjeux de transition énergétique. Mais la problématique du bâti ancien, c'est qu'il est le reflet... excusez-moi, ça, que je comprenne bien, surtout pour nous écouter, je vous coupe. Pourquoi avant 1948 ? Pourquoi pas 1942, 44 ? Pourquoi 48 ? Parce que si vous voulez, c'est dans les règles thermiques qu'on détermine un bâti ancien d'avant 48. Et d'avant 48, on avait des procédés de fabrication et de construction qui étaient très différents de ce qui s'est fait après. C'est une date pivot, en fait. D'accord. Un peu comme la loi 48 sur les baux qu'il y avait à l'époque. Je comprends mieux. D'accord. C'est ça. Ensuite, donc, vous avez, ce qui est en jeu aussi, c'est l'identité du patrimoine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque je vois une maison normande, je sais que je suis en Normandie. Lorsque je vois une maison alsacienne, je sais que je suis en Alsace. Lorsque je vois une tour de la Défense, je sais que je suis à la Défense. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire, si je suis en Alsace avec une maison à colombage, j'ai pas envie d'avoir la sensation d'être à Paris la Défense, parce que je vais englober ça dans un cube de polystyrène pour satisfaire aux exigences de rénovation énergétique. Donc premièrement... on en est là ? On en est là, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez répondre à l'étiquette énergétique, vous devez transformer. Voilà. Vous devez transformer complètement, ce qui est pour l'instant un non-sens. Donc l'enjeu, il est là, c'est-à-dire que notre identité, qui est reflétée à travers ce patrimoine immobilier, elle ne doit pas être camouflée, dissimulée, radiée dans le temps. Donc il y a un enjeu au-delà de l'enjeu écologique, d'économie d'énergie, etc. Il y a un enjeu culturel. Donc ça, et comment on joint les deux alors du coup? Comment on joint les deux? On a de multiples solutions sur lesquelles on peut jouer, sur lesquelles on a travaillé et discuté avec Michael Weber ici présent, pour pouvoir pallier. Donc la première des choses, c'est que déjà, quand vous faites un DPE, un audit énergétique, techniquement, les logiciels sont incapables de vous rendre un DPE fiable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces logiciels sont incapables de traiter les spécificités liées au bâti ancien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un seul et même mur, dans cette typologie de bâtiment, vous avez plusieurs matériaux différents. Contrairement à un bâtiment qui a été construit après ces années-là, où on va retrouver que de la brique, que de l'aglo, que du béton. La spécificité des matériaux. Tout à fait. Premièrement, vous avez dans cette problématique liée au logiciel. Deuxièmement, vous avez la problématique liée aux professionnels qui font des DPE, des audits énergétiques et des préconisations de travaux et du chiffrage des travaux sur cette typologie de bâtiment. Ça mérite des compétences qui sont bien différentes d'un bâtiment d'après les années 50 ou d'une maison ou d'un appartement. Donc on a un problème de compétences et de qualification des acteurs. Ça, c'est le deuxième problème. Et le troisième problème, on a aujourd'hui un souci au niveau des coefficients de conversion d'énergie qui aujourd'hui pénalisent, et ça c'est un non-sens, pénalise l'énergie décarbonée qui est l'énergie électrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous faites un DPE, quand vous êtes chauffé au gaz ou au fioul, vous allez être mieux noté que lorsque vous êtes en électrique. Or, si vous rénovez un bâti ancien, vous n'avez plus trop de possibilités de changer de système de chauffage si on exclut l'électricité. Il va vous rester quoi? Le fioul, c'est interdit, et le gaz. Donc, qui est une énergie carbonée. Or, c'est un non-sens, parce que le but du jeu, c'est de décarboner d'ici 2050. C'est pas de carboner. Bien sûr. Donc, il y a ce non-sens-là sur lequel il faut qu'on travaille. Donc, en fait, l'idée, c'est finalement d'intégrer la structure très différente des matériaux. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui une base de données suffisante pour nourrir le logiciel et l'adapter sur la complexité des matériaux d'avant 1948. Donc vous avez la base de l'ADEME qui existe depuis 2021, qui recense tous les DPE qui ont été faits. Par exemple, si je prends l'exemple du mois de janvier, il y a à peu près quelque chose comme 300 000 DPE, un peu plus de 300 000 DPE qui ont été faits. Donc on estime qu'il y a quand même une base assez solide sur laquelle on peut s'appuyer, c'est l'observatoire de l'ADEME. D'accord. Alors, donc l'idée, on a bien compris effectivement, c'est d'adapter le diagnostic de performance énergétique en révisant les modes de calcul et l'intégration de matériaux. Vous avez vu, on a adapté cette méthode de calcul pour les petites surfaces. Mais absolument. Justement, merci de me faire cette transition, Michael Weber, vous qui incarnez le politique, et merci d'être avec nous. En quoi c'est important d'adapter cette spécificité? Parce que, bon, je ne veux pas mettre les pieds dans le plat, mais vous connaissez les chiffres. Il y a... D'après Fait d'Experts, on compterait un peu plus de 2 millions de DPE frauduleux. D'après l'étude Carénov, dont se sert Valérie Létard, ministre du Logement, on estime sur 8 millions de DPE, 1 300 000 de DPE frauduleux. Alors quand je dis frauduleux, Michael Weber, je parle aussi des DPE de notes déclassées. Genre, vous êtes en D, je vais vous arranger, je vais vous mettre en C, ou des choses comme ça. Donc, ça reste quand même de la fraude, mais il faut quand même
Un bien DPE de spécifié. complaisance, c'est une fraude. Parce Voilà. qu'à partir du moment où vous faites un DPE, Complaisance. vous répondez à une charte et à Absolument. une certification. Si vous ne répondez plus à cette charte et à cette certification, On a répondu à cette question, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça reste de la fraude. Alors, c'est un sujet qui est un sujet, vous le savez, vous avez certainement vu l'actualité. Anaïs Glomer, président du Conseil national de l'habitat, député du Finistère, a interpellé Valérie Létard. Valérie Létard dit « Nous allons riposter avec un mécanisme lourd ». En quoi cette proposition de loi que vous faites va encore plus renforcer finalement le cadre rigoureux que devrait atteindre le métier de diagnostiqueur aujourd'hui? Mais d'abord parce que le matériau l'exige et parce que l'importance du moment l'exige aussi. Hein. Quand on sait qu'il y a 3,5 millions de logements vacants en France, c'est une énorme opportunité qui est sous-utilisée. Quand on sait que la richesse, y compris touristique, de ce pays est liée à l'architecture qui différencie, comme cela vient d'être dit, je ne sais pas, les maisons à colombage en Alsace, des maisons en pisé en Normandie. Donc d'abord, il y a cette nécessité-là. Et je crois que derrière, que les pouvoirs publics contribuent à la rénovation, au financement des DPE, c'est en soi une bonne chose, parce que la question, c'est comment est-ce qu'on accompagne, y compris les publics les plus fragiles, face à cette nécessité de rénover, en particulier les passoires énergétiques. Mais il faut que ça soit efficace. On ne peut plus aujourd'hui se permettre, ça n'aurait jamais d'ailleurs dû être le cas, mais qu'il y ait des sommes aussi importantes du budget de l'État qui ne remplissent pas leur office et qui ne soient pas efficaces. Donc je pense qu'il y a ce double sujet, l'efficacité, la nécessité de bénéficier en fait de savoir-faire, de matériaux qu'on a toujours utilisés pour respecter la qualité intrinsèque d'un bâtiment et de faire en sorte que l'action publique et le financement public soient le plus efficace possible pour remplir son office. Vous avez fondamentalement raison, merci de le dire, parce qu'effectivement, un tiers du parc, je parle du patrimoine bâti, c'est aussi du logement. Et le logement, oui, c'est vraiment le cœur central, la maladie, le fléau des villes, puisque on imagine, on estime que dans les grandes villes, les grandes agglomérations, mais également dans les villes moyennes, les centres-villes avec le bâti ancien contiennent toutes les dégradations possibles, c'est-à-dire notamment le logement insalubre, les logements indignes, qui sont aujourd'hui sous la coupe de marchands de sommeil. Récemment, exactement. Un monsieur de 79 ans à Marseille a été condamné pénalement à 1 an de prison ferme et 80 000 euros d'amende pour avoir logé des familles dans des conditions absolument inacceptables. Donc, on entend bien ce que vous dites, justement, Michael Weber. Mais une question... Oui. Allez-y. Mais parce que si vous voulez, je pense que ce qui est important de se dire et de se rappeler, c'est qu'il y a un enjeu patrimonial, j'en parle dans cette proposition de loi, il y a un enjeu économique, parce que c'est aussi du travail pour un tissu d'artisans qui a des savoir-faire qu'il faut absolument mettre en valeur, et puis il y a un enjeu, je dirais aussi économique pour les habitants. Hein. La transition écologique énergétique que l'on prône, elle ne peut pas être réservée à ceux qui ont la capacité, parce qu'ils ont l'ingénierie, parce qu'ils ont les moyens de faire ces rénovations. Elle doit accompagner les plus fragiles qui justement souffrent le plus de ces passoires énergétiques. Et je pense que de ce point de vue-là, ça doit être une réponse coordonnée que l'on doit apporter à toutes ces typologies de publics. Alors justement, cette loi vise donc à adapter à ça délayage. Est-ce que techniquement, quand on lit le texte de loi, qui est assez précis, il est porteur véritablement d'une vraie transformation sur le diagnostic de performance énergétique? Premier point. Deuxième point, est-ce que la profession est prête à ce changement qui apparemment va être un changement radical? Je rappelle que ce projet de loi n'a pas encore été adopté. Non, tout à fait. Il sera examiné le 20 mars prochain au Sénat. D'accord. On souhaite bien évidemment, je pense que vous portez cette idée, que vous soyez, et on s'en fera, monsieur le sénateur, largement l'écho, croyez-moi, à ça de l'AIH. Bien sûr que les professionnels attendent qu'il y ait une clarification au niveau du bâti ancien, parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose, et c'est peut-être certainement une information qui va faire grand bruit. Aujourd'hui, un professionnel, lorsqu'il délivre un DPE sur du bâti ancien, il est sûr et certain que son DPE est faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lui a mis entre les mains un logiciel qui n'est pas bon. Attendez que je comprenne. Je fais un DPE. Je suis boulevard Malesherbes dans le 17e arrondissement. Je fais un DPE, il sera forcément faux. Si le bâti ancien a les spécificités 1902. Que le logiciel ne peut pas gérer, le DPE sera faux, tout à fait. Et ça, le professionnel, lorsqu'il le remet, le sait. Tous les jours. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ce que je conseille à mes adhérents, c'est en plus de ça, lorsqu'ils délivrent un DPE de ce type, se faire procurer les factures énergétiques du bien, si le bien a été occupé de manière régulière, pour aussi vérifier un peu la cohérence de tout ça et donner un conseil oral
aux futurs Et locataires ou acquéreurs en disant, bon, regardez, moi je vous ai sorti, regardez, je vous ai sorti une si c'est de la pierre de taille, s'il n'y a pas eu des travaux au niveau des fenêtres, par exemple, parce qu'en plus, à Paris, on ne peut pas remplacer n'importe quelle fenêtre dans n'importe quelle condition, puisqu'il y a des normes à respecter. Donc ça veut dire que finalement, les DPE parisiens, mais je peux prendre Lyon, oui, tout à fait. Nantes ou Marseille, l'immobilier, c'est pas Paris. Sont forcément assez oui, tout à fait, surtout. Et plus vous avez des différents matériaux sur un seul et unique mur, pire c'est en fait. Ça, c'est un gros problème. Et ça, les professionnels le savent, attendent d'être aussi correctement formés. Vous le saviez. Et certifiés. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est une grosse porte ouverte au litige et à faire fonctionner sa responsabilité civile professionnelle. Et vous savez tous aujourd'hui qu'il y a une désertion des assureurs RC Pro par rapport à toutes les dérives qu'il y a eu autour du DPE, notamment les fraudes. Donc, lorsque vous perdez votre assureur, pas dit que vous en retrouvez un second, à moins de payer une prime qui est juste totalement énorme. Et vous n'avez pas d'autre choix que de quitter le navire et laisser place aux fraudeurs, pour le coup, parce qu'eux ne payent même pas d'assurance. Donc, vous voyez un peu pourquoi il fallait lutter contre la fraude. Et eux sont demandeurs de tout ça. C'est-à-dire avoir un logiciel fiable entre les mains, parce qu'on leur a pas demandé leur avis, on leur a donné un logiciel qui n'était pas fiable et endosser ses responsabilités. Qui aujourd'hui édite le logiciel dont se servent les diagnostiqueurs ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? C'est la DHUP aujourd'hui qui fait la maintenance du logiciel, le jour travaille dessus. Il est du ressort de la DHUP, si je suis votre raisonnement. Tout à fait. Et je poserai la question également au sénateur Weber, d'intégrer ou de paramétrer ou d'injecter les données des matériaux spécifiques au territoire. Tout à fait. Ils se sont appuyés également sur la CSTB pour mettre en route la dernière fiabilisation. Quand on a un bâti, par exemple, je prends les bâtis de Rive de Moselle, par exemple, qui vont jusqu'à Mézières-les-Messes, où il y a un bâti très spécifique, d'ailleurs d'origine un peu germaine, parce que pendant un certain temps, les Allemands le Grès des Vosges aussi, avaient occupé. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que quand vous allez à Metz, vous voyez deux choses. Vous voyez un bâti d'origine germaine et un bâti d'origine romaine. C'est incroyable. Et vous avez, c'est la plus belle gare de France à Metz. Oui, c'est la plus belle gare de France. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir, avec François Grandillier, d'animer les assises du logement à l'Arsenal de Metz, qui est un ouvrage exceptionnel. Je voyais le sénateur Weber acquiescer, mais effectivement, s'il y a une très belle ville que j'ai découverte, mais une très très belle ville, c'est la ville de Metz. Pour moi, c'est... Ce que vous dites sur Metz, ce que vous dites sur Metz est hyper intéressant parce que ça illustre tout à fait la typologie dont on parle, le quartier impérial qui est avec des bâtiments utilisant des pierres plutôt massives et la vieille ville de Metz qui utilise des pans de bois. Je pense que c'est vrai, on peut pas avoir un DPE qui soit fiable si on ne connaît pas la structure et la vie du bâtiment. Et je pense que chacun de vos deux auditeurs a pu le faire, en fait, l'expérience humaine, quand il plante un clou dans un mur, il s'aperçoit qu'il peut tomber sur du torchis dans un même bâtiment, dans un même logement, sur du torchis ou un parpaing quelque part, ou de la pierre de taille. Et c'est ça la vraie difficulté, c'est que si on ne comprend pas la structure architecturale d'un bâtiment, on ne peut pas avoir une efficacité en termes de rénovation. Je vais vous donner un exemple, c'est la ville de Lyon. Vous savez, la ville de Lyon, sur les monts de la Croix-Rousse, qui est la vieille ville de Fourvière, la Croix-Rousse à Lyon, il y a ce qu'on appelle les traboules. Les traboules, ce sont des passages d'immeuble en immeuble qui étaient conçus à l'époque pour les canuts, qui avaient à l'époque des gros métiers jacquards et qui transportaient en fait leurs ouvrages à travers, pour ne pas descendre les escaliers, à travers les traboules qui joignaient les immeubles. Et bien par exemple, vous prenez la hauteur des fenêtres, en moyenne, elle était de 2,80 m à 3,50 m parce qu'on avait des métiers jacquards. Eh bien, ce patrimoine, il est magnifique. Hein. Il faut le conserver, bien évidemment. Vous avez d'autres types de typologies de patrimoine en Bretagne, par exemple, où on a des pièces plus petites parce qu'effectivement, exposées au vent, il fallait chercher à se chauffer. Effectivement, on réduisait les pièces. On voit bien la logique, monsieur le sénateur, de la sauvegarde du patrimoine et on y souscrit vraiment très volontiers. Mais là, vous vous attachez à un chantier qui est absolument immense, et vous allez mettre dans les mains de la DHUP des travaux colossaux. Alors, on est capé en France pour le faire, avec le CSTB, avec le jus de cerveau qu'on a avec nos ingénieurs. Tout à fait, et puis vous avez des sociétés privées avec l'intelligence artificielle qui font ça très bien. Est-ce qu'on va y arriver, sénateur Weber ? Écoutez, moi j'ai le sentiment qu'en tout cas il y a une prise de conscience aujourd'hui. Une prise de conscience et une pression de la part de nos concitoyens qui se disent, on le voit dans des émissions en permanence, télévisuelles, radiophoniques, où les gens s'inquiètent et en même temps veulent absolument préserver ce patrimoine. Je ne crois pas que les Français demain veulent une banalisation, je vais peut-être un peu choquer, mais de la type des lotissements tels qu'on les a connus dans les années 90, où finalement on a la même maison en Bretagne qu'en Alsace, vous voyez ? Ce qui fait la richesse, c'est ça. Et donc il y a une pression qui est double, il y a une pression des politiques parce qu'on ne peut plus utiliser
des financements publics pour finalement financer de la fraude. On ne peut plus non plus ne pas exiger d'efficacité en termes de rénovation. Et je pense que les pouvoirs publics doivent, de ce point de vue-là, ils ont peut-être à un moment donné été précurseurs, mais aujourd'hui s'adapter pour qu'on puisse remplir cette exigence et cette efficacité. Et je rappelle qu'il y a de nombreux rapports parlementaires qui ont été faits, notamment au Sénat, sur ces sujets. Je pense que là, aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments pour passer à l'action. Cette PPL, elle est une des pièces, elle est un des Legos dans cette ambition-là, et j'espère que d'autres s'en saisiront pour renforcer, notamment sur la question de la fraude et de la formation des métiers. Je pense que c'est important aussi que de reformer les artisans pour être tout à fait efficaces et faire de cette richesse de notre pays en termes de patrimoine et de logement un vrai enjeu d'avenir. C'est pas un texte qui est tourné vers le passé, c'est tout le contraire. C'est vraiment de se dire qu'on a une richesse patrimoniale existante, qu'on a des logements, qu'on peut accueillir des populations supplémentaires dans ces logements-là, puisqu'il y a une crise du logement aujourd'hui, mais qu'il faut s'en donner les moyens. Je vais compléter ce que vous dites, parce que l'examen donc sera fait en mars, hein, c'est ça ? Oui, le 20 mars. Oui. En mars, on saura si cette proposition de loi qui a déjà fait la navette sera adoptée. On est d'accord là-dessus ? Là, elle n'a pas fait la navette, puisqu'elle commencera à être adoptée d'abord. Enfin, elle sera adoptée, je ne sais pas, mais en tout cas, elle sera d'abord examinée au Sénat. Si elle était validée au Sénat, elle devrait passer à l'Assemblée nationale. Mais encore une fois, j'ai bon espoir, parce que je vois aussi qu'un certain nombre de collègues députés se sont intéressés et se sont emparés du sujet. Et j'en doute pas, reprendront ce texte-là qui doit être transpartisan, je l'espère. Alors, c'est important, puisque en mars, du 10 au 14 mars, nous serons en direct du Palais des Festivals à Cannes pour le MIPIM. Je ne sais pas si vous, Michael Weber, vous allez au MIPIM ? Pas pour l'instant. Voilà, le grand rendez-vous de l'immobilier. Écoutez, on vous y invite bien volontiers. C'est le grand rendez-vous international de l'immobilier. On va parler beaucoup logement, tous les officiels y seront. On parlera de ce sujet qui est, à mon avis, extrêmement important. Et je propose d'ailleurs qu'on organise également un grand jury de la presse autour de ces questions fondamentales. On le voit, la DHUP donc sera certainement en charge. On sait que tout ça, un sadélayage, ça a un coût. Ça a un coût pour les finances publiques également, puisqu'on voit que la fraude des DPE et les fraudes à la rénovation énergétique, juste l'an dernier, a coûté 400 millions d'euros. Et c'est certainement plus, comme je l'ai dit, parce que c'est la partie 400 millions d'euros de l'iceberg. oui, à la limite peut-être plus, mais 400 millions d'euros déjà conseillés, c'est trop. C'est trop, ces 400 millions-là. Moi, je préfère les mettre dans les services d'ingénierie de la DHUP pour avoir un logiciel fiable que les donner à des fraudeurs. Donc, un sadélayage, effectivement, sur ce que disait le sénateur Weber, on voit bien qu'effectivement, c'est ce que vous disiez, les réseaux de chaleur qui raccordent gaz et fuel. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas de remplacer les réseaux parce qu'ils existent, mais de faire passer, par exemple, du gaz vert ou du gaz de l'énergie renouvelable. C'est possible, ça. Donc, on peut très bien arriver à se dédouaner et, comme on le dit souvent, par exemple, lutter contre la dépendance à l'exportation ou à l'importation de gaz qui vient de Russie avec les problématiques géopolitiques que l'on connaît, mais également de se retrouver une autonomie et une souveraineté, comme nous l'avions d'ailleurs du temps du général de Gaulle, par exemple, une souveraineté énergétique, parce que je rappelle quand même que la France, dans les années 60, et je pense que Michael Weber ne me contredira pas, nous étions les premiers aujourd'hui dans le monde, parmi les premiers dans le monde, à être indépendants énergétiquement. C'est ce que je disais. C'est un sacré paradoxe quand on voit ce qu'on est aujourd'hui. On est producteur, et cette énergie-là, tout le monde nous l'envie. Donc pourquoi la pénaliser lorsqu'on fait un DPE ou un audit énergétique dans le cadre d'une rénovation ? C'est là où il y a un paradoxe tout de même. Oui, je suis d'accord. Alors justement, comment on va contrôler tout ça ? Parce qu'on voit bien l'ANA, l'ADEME, les organes de contrôle ont des espoirs de cause. On voit déjà que le budget a été réduit de l'ordre de quasiment 600 ou 700 millions d'euros, qu'on s'en est plutôt bien sorti, qu'on prenait par rapport aux premières itérations, et il y a eu des rétropédalages permanents. Comment on va contrôler que tout ça est bien appliqué et que ça puisse fonctionner ? Alors vous avez quelque chose qui est révolutionnaire, ça s'appelle l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, par toutes les opérations anti-fraude qu'on a mis en place et qui vont continuer à être mises en place, vont utiliser l'intelligence artificielle et la blockchain pour soulever en fait toutes les incohérences. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui des applications qui vont pouvoir analyser en une fraction de seconde peut-être 1000 DPE sur le site de l'ADEME et en faire ressortir toutes les incohérences. C'est pour ça que je vous disais que j'étais confiant quant au contrôle de toutes ces opérations. Je fais le parallèle avec ce qu'on s'est dit il y a quelques jours. La carte d'identité, QR code, horodatage et géoloc, du coup, prend tout son sens, là, pour le coup. Prend tout son sens. Après, on peut aussi aller plus loin, comme la mise en place du numéro ADEME sur les annonces immobilières directement.
Ça, c'est très très Et bien. avec ce numéro ADEME-là, vous allez pouvoir télécharger la fiche technique du DPE. C'est une très bonne idée. Le but, c'est pas de télécharger. C'est pas obligatoire aujourd'hui. Hein. C'est pas obligatoire. On Le but, devrait. c'est pas de télécharger les Y a pas de informations texte. du propriétaire parce que c'est confidentiel, mais uniquement la fiche technique. Il n'y a pas de texte encore. Okay. Ça, c'est ce qu'on propose. Ça serait une bonne Ça serait une bonne quelque chose de le faire. de très fort qui ne coûte rien et qui fiabiliserait complètement la chaîne. Et là, on aurait la voie royale pour aller vers l'excellence. De toute façon, c'est notre ambition et c'est aussi là que doit aller la filière parce que c'est ce qu'elle mérite. Monsieur le sénateur, on le voit, les réseaux de chaleur existent. On a construit des réseaux. On peut très bien envisager demain, Michael Weber, de faire passer du gaz vert et de rompre cette espèce de cercle infernal de dépendance d'importation de gaz européen venant de Russie paradoxalement, puisque s'il y a une chose dont on s'est rendu compte en Europe avec les conflits géopolitiques, les problématiques qui ont été liées aussi à la hausse des matières premières, c'est notre dépendance énergétique. Est-ce que vous y croyez, vous, en tant que sénateur, qu'on peut, à l'instar de ce que vous êtes en train de monter, dire également qu'on peut réintégrer de l'énergie décarbonée dans le bâti ancien, parce que souvent il y a cette idée de dire oui mais attendez, dans le neuf c'est facile, mais dans le bâti ancien, faire de la décarbonation c'est loin d'être évident. Non, moi je pense que c'est tout à fait facile et que là aussi on a en effet l'ingénierie et la technologie pour le faire. Je rappelle que l'un des enjeux sur cette PPL, c'est l'utilisation de matériaux géosourcés et biosourcés. Ça veut dire de la laine de bois fabriquée en France demain, c'est des panneaux de roseaux avec ce que l'on a comme ressource, c'est une pierre terre-paille, enfin, etc., etc. Il y a plein de dispositions qui existent, de dispositifs qui existent dans nos territoires, qui certains d'ailleurs sont industrialisés aujourd'hui, qui ramènent du savoir-faire, qui ramènent des emplois, qui permettent à des entreprises de développer leur activité, etc. Je crois que ça, c'est déjà une première chose. Et pour ce qui est du reste, bien sûr qu'il faudra s'interroger sur les réseaux de chaleur et la façon dont on retrouve cette autonomie énergétique. On est beaucoup trop dépendant depuis longtemps de l'importation des énergies de pays voisins et parfois de pays hostiles, c'est vrai. On est aussi dépendant de l'utilisation, notamment dans les matériaux, de la pétrochimie. Je pense qu'il faudra à un moment donné s'interroger sur ces matériaux nouveaux, y compris sur la chimie verte. Moi, je viens d'un département en Moselle avec Saint-Avold qui développe à la fois la chimie verte, mais qui développe aussi l'hydrogène vert demain. Et ça fait partie des enjeux d'avenir pour que cette transition soit réussie. Et il n'y a pas que la question effectivement de la rénovation, de l'utilisation des matériaux, il y a aussi la question de la production énergétique qui va de pair. Et nos concitoyens, vos auditeurs, exactement, et vos auditeurs sont comme chacune d'entre nous, parfois perdus, ne sachant plus quelle énergie on doit utiliser entre le gaz quand il y en a encore, peut-être le pellet, la pompe à chaleur pour le logement individuel, etc. Ouais. C'est bien là où on a un sujet. On est perdu face à cette situation-là. Et il faudra qu'on puisse sortir de cela et sans offrir une seule alternative, mais bien construire des différentes alternatives. Et je pense que les réseaux de chaleur que vous évoquez tout à l'heure peuvent être aussi ceux-là. C'est toujours pareil, en s'assurant de l'équilibre. On ne peut pas faire de la méthanisation partout. Je pense que ça serait, pour le coup, très compliqué pour notamment l'agriculture. Mais parfois, on peut utiliser du bois, parfois on peut utiliser la méthanisation, parfois on peut utiliser d'autres types de production énergétique, y compris le nucléaire. Donc il faudra s'interroger. Ou l'hydrogène blanc. Voilà, ou l'hydrogène blanc qui est existant aujourd'hui de façon avérée dans des anciens secteurs miniers. C'est ça qu'on appelle le mix énergétique. Tout à fait. Exactement. Et je peux compléter ce que monsieur le sénateur dit, c'est-à-dire que ça aussi, que ça compte tout cela contribue au blocage du marché de l'immobilier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le bâti ancien, aujourd'hui, lorsque vous ramenez un dossier de financement auprès de votre banquier, il hésite à le financer. Il y a des banquiers qui nous contactent, qui nous posent des questions sur tout cela. Ils comprennent très bien que c'est très compliqué à rénover. Et parfois, souvent même, ils nous disent « Écoutez, moi, je ne vais pas donner suite à ce financement, bien que vous m'ayez donné des explications, parce que j'ai vraiment peur que soit la rénovation se fait et elle se fait mal, et dans ce cas, ça va être des désordres, ça va être pire que c'était avant, et moi j'hypothèque par exemple 500 000 et ça vaut peut-être 300 000. Voilà aujourd'hui où on en est, et donc je ne vais pas donner suite au financement, et derrière ça contribue au grippage en fait du marché immobilier. C'est extrêmement intéressant parce que je vois, et moi qui observe la vie immobilière, qu'il y a une vraie cohérence entre l'administration, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage financière de l'ingénierie du bâti ancien qui est très spécifique et qui a une vraie valeur, des applications techniques, effectivement, et des innovations techniques également, avec, effectivement, vous l'avez
vous avez dit l'intelligence artificielle, mais je peux aussi, dans la rénovation, les chantiers qui pourraient s'inscrire en mode BIM, par exemple, le Building Information Model, qui est une vraie très bonne méthode justement pour réduire les déchets de mètres carrés et optimiser la gestion des matériaux, notamment, y compris les nuisances sur chantier, parce qu'il y a aussi des éléments. Rénover, vous êtes d'accord, Monsieur Weber, rénover le bâti ancien en centre-ville, c'est du chantier. C'est pas simple de le faire accepter, mais si effectivement on laisse prédominer la sauvegarde du patrimoine, la qualité du patrimoine, la densité du patrimoine qui permet de loger dans des conditions dignes et décentes les populations, on sera ravis. Voilà, on va devoir se quitter puisque c'est la fin de ce Zoom de l'info et on voulait faire un focus sur cette proposition de loi qui est aujourd'hui donc en lecture et qui sera donc normalement, c'est bien ça, adopté en mars, vous êtes d'accord, adopté, j'en sais rien, je l'espère, mais en tout cas discuté, débattu le 20 mars prochain. Voilà, débattu le 20 mars, donc si tout va bien, peut-être que dans le deuxième semestre, nous verrons la loi définitivement adoptée et attendre en 2025, si tout va bien, des décrets d'application qui vous permettront de le faire. En tout cas, le signal que vous avez envoyé, Michael Weber, avec l'ensemble de vos collègues est extrêmement positif, puisque effectivement, Assad El Ayache, avec son organisation et ses collaborateurs, l'ont accueilli favorablement. Vous étiez d'ailleurs à l'origine des travaux également pour participer à ce texte aujourd'hui. Je vous invite, les amis, d'ailleurs, à le consulter. Vous allez sur le site du Sénat, vous tapez tout simplement adaptation des enjeux de la rénovation énergétique au bâti ancien et vous verrez les travaux du sénateur de Moselle, Michael Weber, et de l'ensemble de ses collègues. Vous avez également les médias principaux qui ont fait des synthèses, notamment un article du Moniteur qui est plutôt bien fait sur ce qu'il faut comprendre dans ce texte de loi. Vous pouvez liker, commenter, nous envoyer effectivement également vos contributions si vous le souhaitez, avec toujours beaucoup de bienveillance, bien entendu. Vous retrouvez cette émission comme d'habitude sur l'ensemble des plateformes qui vont bien. Merci beaucoup à vous, Michael Weber. Vous étiez en duplex depuis le Sénat. Je rappelle que vous êtes sénateur de Moselle, où je serai d'ailleurs bientôt. Je vous ferai signe avec grand plaisir, puisque vous avez une ville magnifique que j'ai découvert, effectivement, une très très belle ville, avec, vous l'avez dit tout à l'heure, une des plus belles gares d'Europe, un travail d'architecture absolument magnifique. Merci Assad El Ayache Moueb. Je rappelle que vous êtes le président de FedExpert, patron également d'une école qui s'appelle Wedge, justement, où vous êtes spécialisé dans la labellisation, les diplômes sur les reconnus garants de l'environnement, très important, et les diagnostiqueurs immobiliers. Voilà, vous étiez sur IMO, c'est un Zoom de l'info spécial projet de loi sur le bâti ancien. On se retrouve très vite sur Radio Imo. Radio Imo, le Zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.